Donc, on se retrouve maintenant sur nos Time-Based Blind SQLI. D'accord? Donc, on est toujours sur des injections en aveugle, mais on avait vu précédemment basé sur les booléens. Maintenant, on va parler de temporalité de temps, c'est-à-dire basé sur le temps. On parle de basé sur le temps en anglais time-based. Aussi simple que ça. Alors, une injection SQL aveugle basée sur le temps, c'est similaire à la booléenne qu'on avait fait juste avant. Dans le sens où les mêmes requêtes sont envoyées, il n'y a aucun indicateur visuel puisque c'est toujours en aveugle. Cette fois-ci, c'est pas sur les booléens, on va jouer sur le temps. Vous l'avez compris. En fait, notre indicateur d'une requête correcte va être basé cette fois-ci sur le temps nécessaire à l'exécution d'une requête. Alors, ce délai, il est introduit à l'aide des méthodes intégrées. On a le sleep, vous savez, dans n'importe quel langage de programmation, je crois, je suis pas sûr. Il y a sleep qui dit en gros dors, donc attends un certain temps, et on va la caler à côté de l'instruction union. D'accord? Donc c'est une méthode, sleep, n'est exécutée que lorsque l'instruction union select réussit. Retenez bien ça. Alors on va voir comment ça fonctionne. Donc on reprend notre exemple. Première étape, si je réfléchis, encore une fois, je ne connais pas le nombre de colonnes dans ma table. Donc, je dois apprendre, si je fais des time-based, comment exploiter le temps et essayer d'identifier le nombre de colonnes dans ma table. Alors, on reprend. Si je reprends, qu'est-ce qu'on a? On a en haut, OK. OK, c'est super cool. Et on voit qu'on a le request time. Request time 0. Donc là, on a 0 secondes. On va lui dire, écoute, maintenant, tu vas patienter pendant X secondes. D'accord? Donc, on va voir comment il va réagir et éventuellement si ça se passe bien ou pas. Alors, si je mets par exemple Toto, login. Voilà, il nous dit incorrect. Ok, c'est incorrect. Donc, si on commence à injecter, référeur, try, acme, analysis, ok. Là, on est en quoi? Select wildcard from analytic, domain try acme, limit 1. Et ça a pris 0,002 secondes. Intéressant. Si on feintait, on a deux champs. On a un champ username, on a un champ password. Si je lui dis Toto, bypass, union, select, et on passe appel à ma méthode sleep, d'accord? Et on va lui dire 5 secondes. 5 secondes, mais il me faut fin d'instruction et double lâche. Ok, ça n'a pas l'air de passer. Donc, il va falloir retravailler quoi? La syntaxe. Là, je vois que je peux pas l'injecter là-dedans. Je peux pas non plus l'injecter là-dedans. Pourtant, je sais que ça peut marcher. Donc, vous oubliez les champs de quoi? De la mire de connexion, ok? De comment dire? La mire de connexion, ouais. Et le référeur, est-ce qu'on commence à quoi? À injecter. Et donc là, je parle quoi? Il y a, ok, mon query strings, on fait appel à un référeur et il y a un paramètre. Est-ce que éventuellement qui serait faillible? Je l'injecte. Ok. Mais on a vu qu'on avait une colonne, deux colonnes, trois colonnes. D'accord? Là, qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Vous pouvez tout à fait vous rappeler. On peut omettre, on peut afficher, afficher plus, moins, omettre l'affichage. De quoi? De la première colonne, de la deuxième colonne. Ok. Sleep 5. Mais là, on est sur la une. Je dis, vas-y, rajoute une colonne. D'accord. Cool. Et là, ce qui est intéressant, c'est si on regarde le temps de requête, on est passé à 5 secondes. D'accord? Donc, je vois que quoi? Je suis passé de 0,002 à 5 secondes. Ça confirme qu'on a la bonne exécution de notre déclaration union et qu'il n'y a que 2 colonnes. Pourquoi? Imaginons que j'en rajoute quoi? Une troisième. 0,3. On repasse à 0,001. Alors, il va y avoir des variations de 0,000 quelques millisecondes. D'accord?
Pourquoi? Bah parce que, bien sûr, la base de données, vous pouvez faire le même appel, la MD001, si je refais MD001, si j'essaie de la saturer, tu vois que des fois on passe à 0002, peut-être 003. Hein. On reste dans cette zone et je peux essayer de la DOS. Tu vois, là, j'appuie pas assez vite sur mon clavier et je suis en train de te casser les oreilles. Mais imaginons que voilà, j'ai créé un programme. Et ben, plus je vais solliciter la base de données, plus il y aura un temps de latence qui va rester dans un certain delta. Hein. Donc, encore une fois, il faudra pondérer les résultats quand vous faites des attaques temporelles. D'accord? Mais là, on est dans notre marge d'erreur. Pourquoi? Parce que dès que je repasse à 2, on est quoi? Ah, ça prend du temps. Hein. Ah ouais, 5 secondes hein, quand même. Hein. Ok. Hein. 5 secondes de 002, 001. Donc maintenant, on sait qu'on a nos deux colonnes. Comment on peut répéter le processus d'énumération à partir de l'injection SQL booléenne? Bah, on va continuer à utiliser notre méthode sleep avec notre union select. Mais on va pousser le truc un peu plus loin. Maintenant, on va conjuguer ce qu'on a vu avec les booléennes et bien sûr sur notre error base, enfin time base. Autant pour moi. Donc, je lui mets Toto. Je casse avec mon single quote. On lui cale notre union select. Ok, qu'est-ce qu'on veut? On a vu appel à la méthode sleep. On lui passe 5 secondes, puisqu'on a vu que c'était à peu près ce qu'on avait, ça nous a affiché 5 secondes. On a vu qu'on avait deux colonnes. Que je peux peut-être faire appel cette fois-ci à la méthode database, d'accord? Et lui dire like quoi? Qu'est-ce qu'on avait vu? Si on reprend les exemples, que ça s'appelait peut-être SQLI quoi? Quelque chose. Pourcentage, d'accord? Et on referme, fin de l'instruction, dash dash. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. Si je mets, allez, on a vu free, si je mets fort. Ah, c'est intéressant. Vous voyez qu'avec fort, 5 secondes. F, 5 secondes. E, 0 secondes. F, 5 secondes. E, quoi? 5 secondes? 0 secondes. D'accord? Il va falloir faiser. Ok, on sait quoi? Qu'est-ce qu'on vient de déterminer là? On vient de déterminer le nom de notre base de données. Donc maintenant, on travaille sur nos tables. D'accord? On ne fait que répéter ce qu'on a vu. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je lui fais un 5-2. On reste sur ce payload. Équilibrage. Je vous ai dit quoi? À gauche et à droite. Notre from, c'est le médian. C'est le centre. Ensuite, on équilibre à droite. Qu'est-ce qu'on a dit? On travaille sur information schema. Vous vous rappelez de ça? Underscore schema, table. Et qu'est-ce qu'on lui passe? Eh ben, on lui passe le nom de la table. Donc, close. Je lui dis où quoi? La table schema, d'accord, qui est pas la table, mais qui est la base de données, s'appelle quoi? SQL fort. On vient de le trouver, d'accord? SQLI underscore fort. Ok, donc là on est bien, mais il faut que je trouve les tables présentes dans ma base de données. Moi, on a vu que ce qui nous intéressait, c'est notre table users. D'accord? Et pareil, je peux commencer à quoi? À faisait. J'en suis pas sûr. Qu'est-ce que je fais? J'ai mis ma table, je mets end, quoi? Table name est égal, il va falloir faisait. Like, quelque chose. Ok, reprenons. E, pourcentage, fin de l'instruction, dash dash, 0. F, 0. U, S, E, R, S, users. 5 secondes. D'accord. Donc, users et quelque chose après. Ok, d'accord. Users, quelque chose après. Ça marche. D'accord? Puisque le S est compris dans le pourcentage. D'accord? Use et quelque chose après. Ça marche aussi. D'accord? Donc, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on fait? User ou users. Nous, on sait que c'est users au pluriel. Toujours 5 secondes. Ok. Donc, c'est peut-être la bonne. Ouais, c'est la bonne. On continue. Qu'est-ce que je veux? À partir de mes tables, on va quoi?
Eh ben, maintenant qu'on a la table et le nom de la base de données, on va agir sur les colonnes. D'accord. Donc, je sais que j'ai utilisé mon pourcentage user. Quand j'utilise pas de pourcentage, je viens de le mettre, on reste à 5 secondes. Quand je le mets, pour faisait, on était également à 5 secondes. C'est important de comprendre. On parle de temporalité. D'accord? Également 5 secondes. Ok, on vient de gagner. On continue. On a vu qu'on travaillait sur notre information schema, mais on est sur des tables. Nous, ce qu'il nous faut, c'est maintenant des colonnes. Donc, il faut que je modifie quoi? Information schema et on lui passe columns au pluriel. Vous vous rappelez de ça? Ok. Ou quoi? La table schema s'appelle bien base de données SQLi underscore for, pas de problème. Ou le nom de la table est quoi? Et comme utilisateur? Non, on faisait une comparaison. Maintenant, on sait que c'est utilisateur. Donc, table name equal users, je referme, d'accord? Et qu'est-ce qu'on cherche? Nos colonnes. And columns, ou en minuscule, comme vous voulez, est égal, enfin, column name, excusez-moi, is pas égal, is like. Parce que, pareil, on essaie de comparer pour savoir si c'est vrai. Ok. P, pourcentage, fin de l'instruction, dash, dash. Et générique. Imaginez que ça soit le bon, on va s'éviter, vous avez compris. On va faire de façon itérative. Et là, pareil. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Je viens de trouver, de lui mettre la chaîne password, générique après, et ça met également 5 secondes. Ça veut dire P-A-S-S-W-R-O-D. Ok, mais attends, password 1, quelque chose? Ah non, tu vois là, ça casse. On repasse à 0,00. Ok, password au pluriel? Merde, tu vois que ça casse. J'ai beau forcer. Je retire le S une fois. J'attends 5 secondes. Ça fait mon slip et mon union select. Ça veut dire que ça a marché. 5.003. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que je travaille sur quoi? Sur deux variables, sur username et sur, maintenant, password. Donc, j'ai ma colonne. Maintenant que j'ai ma colonne, qu'est-ce qu'on fait? On reprend. Qu'est-ce qu'on lui dit? 5.2. Ça, c'est le payload qui marche. On lui dit de slip 5 secondes. Mais maintenant, j'ai tout. From quoi? À partir de la table utilisateur où bah, il y a un username, d'accord, qui est égal à admin. Et quoi? Et un password qui est égal à quelque chose. Qui est égal à quelque chose. Mais je ne l'ai pas. Donc là, il faut que je compare. Donc je mets mon like, d'accord? Et pas un equals. Et égale quelque chose qui quoi? Qui finit par un pourcentage. D'accord? On va dire que c'est ça. Ok. 0 secondes, 0 secondes, 0 secondes. Ok, qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire admin? Non, ça marche pas. Tu vois? Je peux terminer par quoi? W? Non, ça marche pas. Ok, tu vas tout tester. Là, tu vas dire, mais attends, moi, je comprends pas. J'ai testé les 26 lettres de l'alphabet. Ça ne marche pas. Donc, c'est quoi? Il y a peut-être un caractère spécial. Tu vas utiliser tous les caractères spéciaux. Putain, ça marche pas. J'ai testé tous les caractères spéciaux, toutes les lettres. Qu'est-ce qui me reste? Des chiffres. Ok. Donc, équal quoi? 0 pourcentage? 1, 2, 3, 4. Ah, et tu te rappelles ce que je t'ai dit? Quand tu fais ça, tu dois pas mettre les deux apostrophes. D'accord? Sinon, ça fausse tes résultats. Exactement comme dans la précédente vidéo, je t'ai dit, tu vois, là, on a ouvert, on a fermé, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu sais très bien, on est en train de pousser à la faute. Ok, je reprends. Est-ce que ça faussait bien nos résultats? Le fait d'avoir fermé ici? Bah oui. 0, 1, 2, 3, 4. D'accord?
Donc 4 pourcentages, pourtant je l'ai fait. Hein? Ah ouais, d'accord. Donc attends, j'avais testé 0, 1, 2, 3, 4. 4, je l'avais testé en fermant. Oh merde, on repasse à 0 secondes. Tu comprends que la syntaxe est vraiment particulière et importante. D'accord? Parce que sinon, tu vas tester quoi? Bah, de 0 à 9 et tu vas dire non, mais attends, c'est quoi ce délire? J'ai testé toutes les lettres, j'ai testé tous les caractères spéciaux, mais il me reste plus que quoi? Bah, des chiffres. D'accord? Euh, et pourtant, je trouve pas. Tu trouves pas parce que t'as fait la connerie. Erreur de syntaxe. Ah ouais, là, ça marche. Hein. Et laisse-lui le temps. Hein. Laisse-toi le temps aussi. Hein. Respire. Un beaucoup. 5 secondes. Ah, ok, t'as compris? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, 4, 0, 4, 1, 4, 2, jusqu'à 4, 9, 1, et ainsi de suite. Ah, ok. 4, 9, pourcentage. Ouais, ok, 5 secondes. Ok, 5 secondes. 4, 9, 1, 0, 2. Laisse un peu le temps quand même. On sait jamais. Non, ça va pas l'air. 3. Laisse un peu de temps quand même pour voir. 4, 5, 6. Ah, ça mouline, hein. Ça mouline un peu là, je crois. Ah ouais, ok. Ok. 4, 9, 6, 1. Ah ouais, ok. 4, 9, 6, 1, 5 secondes. Ok, on continue? Bah ouais, on va continuer. Hmm, ok. 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 Je peux plus rien tester. On est quoi? On a une réponse OK, 200, OK, HTTP en 0, 0, 0, 1. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Que c'est un code à 4 chiffres et on vient de le trouver. C'est 4961. Comment je sais ça? Bah, test, peut-être, hein, je dis ça, je dis rien. 4961. Ok, les gars? J'espère que j'ai été clair. Hein. Il va falloir vous entraîner pour devenir des maîtres, justement, et pas des esclaves. Hein. Voilà. Euh, je vais parler un petit peu vite fait des hors et on en aura fini, les amis. Hein. Donc là, je vais vous sortir un petit diagramme hein, pour que ça soit plus clair, pour expliciter mes propos quelque peu. L'injection SQL hors n'est pas aussi courante, hein, car elle dépend de fonctionnalités spécifiques activées sur le serveur de base de données ou de la logique métier de l'application web qui effectue une sorte d'appel réseau externe basé sur les résultats d'une requête SQL. Alors un attaquant et une attaque hors bande, comment ça se passe? On va dire qu'elle est classée en ayant deux canaux de communication différents. Tout d'abord, il y en a un pour lancer l'attaque et l'autre pour recueillir les données, les résultats, d'accord? Inbound, hein, donc il nous faut un canal de communication euh, bipartie, d'accord? Et le canal d'attaque peut être une requête web et le canal de collecte de données peut surveiller tout simplement les requêtes HTTP ou DNS qui sont adressées à un service qui est sous le contrôle de notre hacker, d'accord? Dans cette logique, même si ça n'a rien à voir, pensez au RFI. Hein. Quelle est la différence entre une local file inclusion et une remote file inclusion? C'est que l'attaquant, le hacker, utilise également un ordinateur, un serveur sous son contrôle, d'accord, pour rerouter cette ressource vers le site web originel. D'accord? C'est un peu ce délire. Là aussi, on fait du hors-band. D'accord? Mais je peux me tromper. Vérifiez tout ce que je vous dis. D'accord? Donc, première étape, un attaquant envoie une requête à un autre site web vulnérable, tout simplement à l'injection SQL avec une charge utile d'injection. 2. On a notre site web qui effectue une requête SQL à la base de données qui va transmettre également la charge utile du pirate. Et enfin, 3. Troisième étape, la charge utile contient une requête qui force une requête HTTP à renvoyer à la machine du pirate les données de la base de données. D'accord? Donc, vous savez, DNS, on peut s'en servir hein, pour Xful. Donc on va terminer là. Je vais vous parler quand même un peu des rémédiations en tant que développeur. Hein. Donc aussi percutante que soit bah, les injections SQL, les développeurs
disposent de moyens pour se protéger et protéger surtout leur application web. Donc, déjà, pensez à ce qu'on appelle des prepared statements with parameters queries, qu'on traduira par des requêtes, des instructions préparées, d'accord, avec des requêtes paramétrées. Alors ça, c'est vraiment important, hein. Dans une requête préparée, la première chose qu'un développeur écrit, c'est tout d'abord la requête SQL. Puis toutes les entrées utilisateurs sont ajoutées en tant que paramètres par la suite. Ça va nous permettre, ces instructions, cette écriture d'instructions préparées, que la structure du code SQL ne change jamais. Et c'est vraiment important. Et que la base de données peut faire la distinction entre la requête et les données. D'accord? Donc c'est vraiment un avantage. Et surtout, ça va permettre de rendre votre code beaucoup plus propre et plus facile à lire. D'accord? Donc vous devez penser à la logique applicative métier. Vous devez penser à votre application, comment elle est codée, et ensuite les appels qui sont faits en base de données via du SQL, vous utiliserez tout le temps des instructions préparées, d'accord? Et vous réfléchissez en amont aux paramètres, d'accord? Et je structure et je différencie bien, vous l'avez compris, les requêtes des données. Très très important. Ensuite, je vous dis toujours, d'accord? Ces putains d'entrées utilisateurs. La validation des entrées va contribuer grandement à protéger ce qui est placé dans une requête SQL. On l'a vu, on pousse le système à la faute puisqu'on peut commencer à jouer sur les entrées. D'accord? Sur l'entrée utilisateur. Donc l'utilisation d'une liste blanche, verte, comme vous voulez, peut restreindre l'entrée à certaines chaînes uniquement, d'accord? Ou à une méthode de remplacement de chaîne dans le langage de programmation, qui peut être à la fois filtré et qui va filtrer les caractères que vous souhaitez soit autoriser, soit interdire. Ensuite, l'échappement de l'entrée utilisateur. Hein. Autoriser les entrées utilisateurs contenant des caractères, vous savez, qui sont sensibles, comme single quote, double quote, pourcentage, slash, anti-slash, peut provoquer l'interruption des requêtes SQL. Et pire encore, on l'a appris à notre dépens, ouvrir des chemins d'attaque par injection. Donc l'échappement de l'entrée utilisateur, c'est la méthode qui consiste à ajouter une barre oblique, inverse, un anti-slash à ces caractères, ce qui entraîne ensuite leur analyse en tant que chaîne normale et non en tant que caractère spécial. Donc prepared statement, je vous conseille vraiment. Donc voilà, si vous préparez le JPT, ça sera vraiment les bases à connaître. Si vous faites le module junior introduction à la cybersécurité sur Try Hack Me, c'est également l'exercice. Donc si vous voulez le refaire sans moi, allez vous entraîner, c'est plutôt bien foutu. Pensez à lancer la machine et une fois que vous avez la machine, allez tout en haut parce qu'il y a des gens qui galèrent et faites pas démarrer l'attack box, mais faites afficher la vue fractionnée. En anglais, c'est show split view. Voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je me déconnecte. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.